PCE, David Lacomblette, directeur de la Villa Numéris, qui est un laboratoire d'idées sur l'économie numérique, Tristan Nitto, fondateur de Mozilla Europe, qui est VP Advocacy chez Quant, et enfin François Nicolas, Chief Digital Officer chez Gerbet, spécialiste mondial de produits de contraste et de solutions pour l'imagerie médicale. Et cette table sera tenue de main de maîtresse par Audrey Emery, journaliste au Point. Mesdames, Messieurs, à vous de jouer. On peut les applaudir. Le micro est devant vous, Audrey. Bonjour à tous. En fait, il faut le mettre comme ça, sinon on n'entend pas. D'accord. Okay. Voilà, là, on vous entend très bien. Bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette table ronde. Merci à tous nos invités d'être présents. Alors, on a intitulé cette table, comme Boris vous l'a annoncé, Data, les maîtres de la donnée. La data, elle apparaît de plus en plus comme le nouvel or noir, comme Boris l'a rappelé, avec ses pionniers, ses leaders, ses bandits peut-être. On va en parler avec nos invités. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet avec quelques chiffres. Ce n'est pas pour vous abreuver de chiffres, c'est juste parce qu'ils donnent un petit peu le vertige. Alors, on a une roue normalement. Voilà. Ici, vous voyez apparaître en fait la quantité de données déversées en 1 minute sur Internet. C'est donc vertigineux, 375 000 applis téléchargées, 973 000 connexions Facebook, 863 000 $ dépensés en ligne chaque minute. Deux autres chiffres, 4,5 milliards de dossiers ont été compromis dans les 6 premiers mois 2018 par 945 fuites de données. Et puis ce dernier chiffre, le chiffre d'affaires mondial issu des activités de Big Data qui est estimé à plus de 187 milliards de $ à horizon 2019. On ne parle donc pas d'un petit marché, évidemment. Je vais d'abord me tourner vers Tristan Nitto. Vous avez fondé Mozilla, vous avez rejoint le moteur de recherche français Quant en juin. Qui sont ces maîtres de la donnée? Est-ce que Quant en fait partie? Ça, c'est une bonne question. En fait, tout dépend de la définition qu'on donne aux maîtres de la donnée. Alors, est-ce que Quant manipule énormément de données? Ben oui, on indexe le web. On est même les seuls en France et en Europe à avoir notre propre index et notre propre crawler qui va indexer le web. Donc, en fait, aussi régulièrement que possible, aussi vite que possible, on va indexer la donnée publique du web, c'est-à-dire littéralement plusieurs milliards de pages et plusieurs dizaines de milliards de liens. Donc oui, on a des centaines de serveurs chez Quant et on manipule énormément de données. La bonne nouvelle, c'est que c'est des données qui sont complètement publiques, qui sont sur le web. Et par contre, en termes de données personnelles, là où Google et Facebook sont des géants qui sont des moissonneuses à données personnelles, eh bien là, on a la fierté chez Quant de dire on est des nains de la donnée personnelle. Parce que quand vous arrivez sur quant.com, qui est donc un moteur de recherche qui protège votre vie privée, vous allez sur quant.com et là, il y a quelque chose qui manque. C'est cette fameuse bannière « Accepter notre cookie policy », etc. Parce qu'on ne met pas de cookies sur vous, on n'essaye même pas de vous traquer. Donc vous n'avez pas cette bannière « Accepter notre cookie policy » puisqu'on n'essaye pas de vous traquer. Et effectivement, on ne collecte pas de données sur vous. Vous faites une demande, une requête, on vous envoie les résultats et c'est tout. Vous revenez 5 minutes plus tard, je ne sais pas que c'est vous. Ni moi, ni personne, ni même les serveurs chez Quant ne savent que c'est vous. En fait, votre adresse IP, elle est chiffrée et saltée, pardonnez le jargon, mais ça me parlera aux spécialistes, de façon à ce qu'on ne puisse pas retrouver qui est derrière. Donc on ne peut pas, même si on le voulait, et même si les autorités nous le demandaient, on ne pourrait pas revenir vers vous en disant « Ah oui, c'est lui qui a fait une recherche qui intéresse la police ». Donc on est à la fois des géants de la donnée et des maîtres du web, je l'espère, mais en tout cas des nains en ce qui concerne les données personnelles. Et alors pourquoi Google, par exemple, n'a pas fait ce choix-là, selon vous?
Alors, en fait, Google avait une approche qui était raisonnable jusqu'en 2006. Et en fait, là-dessus, on était sur la même trajectoire, qui est de dire, parce qu'il faut parler de business model, en fait. Hein, la vraie raison, fondamentalement, c'est le business model. C'est vous arrivez sur le site, vous avez de la publicité dans les résultats de recherche, qui est clairement marquée comme étant de la publicité. Et cette publicité, chez Quant et chez Google jusqu'en 2006, hein, chez nous c'est toujours le cas et je pense que ça restera toujours, c'est bien l'idée, c'est une publicité qui est fonction du mot-clé que vous avez saisi. Vous allez sur Quant et vous tapez vélo, eh bien vous allez avoir une publicité qui est choisie parmi les plusieurs publicités disponibles en fonction de combien ils sont prêts à payer, etc. Et vous aurez comme résultat une publicité Decathlon ou Amazon pour des vélos, pour des accessoires de vélo, etc. Mais c'est juste parce que vous avez tapé vélo dans le moteur de recherche. Et on n'a pas besoin de savoir qui vous êtes, on sait juste que c'est le vélo qui vous intéresse, et donc on met de la publicité qui va bien là-dessus. Ça, c'était Google jusqu'en 2006. Et là, en 2006, en fait, ils ont réalisé qu'ils pourraient vendre la publicité plus chère s'ils savaient tout sur les gens. Tout. Le niveau de revenu, les goûts, le lieu géographique, les déplacements, qui ils rencontrent, les rendez-vous, ce qu'ils disent dans les mails, et des tas d'autres données personnelles, de paiement, etc., et donc, ils se sont dit, on va mettre en place des systèmes pour collecter toutes ces données personnelles. Et si on connaît exactement les gens par cœur, eh bien, la publicité, on va être capable de la rendre ciblée, non pas sur le mot-clé, mais sur la personne, et on pourra la vendre plus cher à des annonceurs. Et donc, l'annonceur, il va vous dire, moi, je veux mettre de la publicité. Je suis une grande marque de voitures allemande, je veux mettre de la publicité sur des gens qui aiment le diesel, qui ne sont pas choqués par le dieselgate de Volkswagen, qui aiment rouler en 4x4, qui sont CSP+, qui habitent en banlieue ouest de la région parisienne et qui aiment telle ou telle chose qui sont dans ce que j'essaye de marketer. Alors évidemment, cette publicité, elle est vendue plus cher. L'inconvénient, c'est qu'on du coup, on est tous, en tant qu'utilisateurs, on est complètement transparent vis-à-vis de Google. Et ça les a amenés en fait à réorienter complètement leur offre de service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Google, si gentiment vous offre Google Chrome, qui est plutôt un bon navigateur, c'est pour vous pomper de la data, pour savoir où vous allez sur Internet. S'ils offrent à Samsung, LG, etc., qui sont pourtant des grosses boîtes qui ont les moyens, s'ils offrent Android gratuitement à ces sociétés, c'est parce qu'ils leur disent, si vous prenez Android, vous acceptez Google Search, Gmail, etc. et vous êtes obligé de les mettre en avant. S'ils vous offrent des comptes Gmail avec des téraoctets de stockage gratuitement, tout ça, en fait, c'est des chevaux de Troie. C'est des chevaux de Troie numériques destinés à vous pomper de la donnée. Et c'est ça leur business model. Et il faut être extrêmement clair. On n'est pas les clients de Google et de Facebook et autres, de ces géants de la donnée. On est leur bétail. On est leur bétail. Je précise, vous savez bien, si vous allez dans un champ, là, il y en a plein dans le coin, avec des vaches, vous savez que les vaches ne sont pas clientes du fermier. Excusez-moi d'enfoncer une porte ouverte, mais ça, c'est un truc qu'on a bien capté quand même, alors qu'on a l'impression d'être des clients de Google et de Facebook sous prétexte qu'on est des individus et que c'est des sociétés commerciales. Mais non, le vrai client de Google et de Facebook, c'est celui qui paye. Et celui qui paye, c'est l'annonceur publicitaire. Et vous, en tant que bétail, vous fournissez de la data. Et nous, chez Quant, on s'est dit, c'est toxique pour la société, c'est toxique pour les individus que de mettre tout le monde sous surveillance. Et donc, on ne veut pas faire ça. Et donc, on ne collecte pas de données personnelles quand vous faites une recherche sur Quant, même si ça veut dire qu'on gagne moins de sous. Et je pense en fait qu'on a de l'avance aujourd'hui sur le marché. C'est pas qu'on est rétrograde, c'est qu'il y a un mouvement de balancier, qu'on est allé vraiment dans une personnalisation et un pompage de la donnée personnelle qui est super dangereux. Pourquoi ? Parce que quand on se sent surveillé, eh bien, on s'auto-censure et que finalement, vous le savez, la surveillance de masse, c'est l'outil des dictateurs. Et en fait, on est en train de préparer l'avènement d'une dictature numérique en mettant en place des outils de surveillance généralisée. Donc chez Quant, on est contre ça, et donc on fait une offre alternative
qui se veut de très bonne qualité, mais sans la surveillance des personnes. Et j'espère qu'en ça, on est en avance sur le reste de l'industrie. David Lacomblède, est-ce que vous voulez réagir aux propos de Tristan Nitto? Est-ce qu'on est du bétail? Est-ce qu'on s'oriente vers une dictature numérique? Alors, ça me faisait penser à une citation de Philippe Avron, qui était un célèbre humoriste au siècle dernier, qui disait le regard du troupeau est unique, les bouses sont multiples. Alors je ne pense pas qu'on soit complètement dans cela en réalité. L'utilisation des datas doit effectivement être un outil de libération et pas d'aliénation. Ça, c'est une certitude. Mais nous en sommes chacun d'entre nous les premiers responsables. C'est un sujet adulte et nous sommes à l'ère adulte du numérique. Le big data, ce sont certes des milliards de données, et moi, et moi, et vous, et vous, et vous, et moi. Et c'est ça avant tout. Et ce n'est pas la ruée vers l'or, comme vous le disiez, je pense, pour une raison simple, où le pétrole, c'est fini, alors que les données, par nature, sont exponentielles. Et donc, ça n'a rien à voir en soi, c'est infini. Et en cela, les règles du jeu ont changé. Du jeu JE, j'en reviens au mois, il y a ce mois identité, et on n'est pas uniquement dans une acceptation publicitaire. Ce mois identité qui me permet de me définir, de m'authentifier, de m'identifier, et ça passe aussi bien par votre identité que par vos données bancaires, qui sont d'ores et déjà gérées aujourd'hui comme telles, et qui demandent plus de protection. On en est d'accord. Il y a un mois consommateur, et on l'a souligné, qui est une sorte de mal nécessaire. J'en donne un peu de moi pour en avoir beaucoup aussi sur les autres, parce que quand je suis sur Facebook, et c'est près de la moitié de l'humanité qui a un compte, ben effectivement, je connais tout de mes amis, de ma famille. Il faut bien voir aussi que les marques savent et connaissent tout de moi-même aussi. Mais c'est vrai qu'en acceptant une forme de ciblage publicitaire, on accède à des contenus, à des bons plans publicitaires. Et enfin, il y a un moi intime, que savent parfaitement gérer d'ailleurs les plus jeunes, ce qu'on appelle la privacy en anglais, là où il n'y a plus de vie privée, effectivement, aujourd'hui, dans l'univers du numérique. Et ça nécessite d'être en vérité avec soi-même, me semble-t-il. Et ça exige des marques, une éthique. Et quand je parle des marques, c'est tout à chacun, puisqu'aujourd'hui, nous vivons comme des marques dans l'univers du numérique. Nous savons tous nous photographier, voyez l'exploit. Nous savons tous parler avec des titres de moins de 140 caractères dignes des meilleurs journaux. Et en cela, nous sommes devenus les entrepreneurs de nous-mêmes, des médias face aux médias, des États numériques face aux États. Et donc pour vous, l'internaute est censé être suffisamment informé des risques qu'il prend en déversant ces données sur Internet? Bien sûr, il faut bien voir qu'on ne vient pas leur voler nuitamment. La plupart sont postés par eux. Je ne sais pas si vous savez, vous avez un enfant sur deux qui naît dans notre pays qui est sur Facebook dans l'année de sa naissance. C'est interdit. Non pas qu'on lui ouvre... Facebook, c'est 13 ans minimum, hein, alors, juste pour dire. On lui ouvre... Les gens ont le droit de faire des conneries, mais enfin, c'est mieux. Je vous rassure, on ne lui ouvre pas un compte. Mais il y a toujours quelqu'un pour poster une photographie avec le prénom du nouveau-né, avec le lieu où il est né. Et en réalité, vous avez un outil de prévision et d'anticipation de la démographie fabuleux avec cet outil. Oui, alors il y a aussi un autre problème, c'est quand vous installez l'application Facebook sur votre téléphone, il accède à votre carnet d'adresses, il siphonne votre carnet d'adresses, c'est des données personnelles parce que c'est qui vous connaissez, mais c'est aussi, en acceptant ça, et vous ne le réalisez pas forcément, parce qu'il aurait fallu lire les 70 pages imbitables des conditions générales d'utilisation, donc vous ne le faites pas. Hein. Qui a lu entièrement les CGU de Facebook dans la salle? Levez la main. Ok, je suis le seul deux, monsieur, condoléances. On est donc évidemment personne ne le fait. Ça nous amènera à la question auquel va répondre France sur est-ce qu'on accepte vraiment ce qu'on est. Néanmoins, quand vous acceptez les CGU de Facebook, vous acceptez de vous faire pomper votre carnet d'adresse et donc vous trahissez tous les gens, vous trahissez, vous donnez des données personnelles, le numéro et le nom de tous vos amis, donc vous donnez des données personnelles des tiers à Facebook qui constitue ce qu'on appelle un graphe social fantôme, c'est-à-dire qui sait qui connecte qui, ce qui fait que votre gamin, il a peut-être un téléphone depuis qu'il a 10 ans parce qu'il va à l'école un petit peu loin, eh bien, quand il arrivera à ses 13 ans, qu'on lui ouvrira un compte Facebook,
On est capable, Facebook est capable de présenter tous les gens qu'il connaît déjà. Parce qu'il a déjà pompé les numéros de téléphone de tous les tiers, des gens qui n'ont pas lu les CGU. Et alors je pense qu'on n'est pas complètement adulte non plus, justement, parce qu'il faudrait qu'on lise les CGU, mais ils ne nous donnent pas les moyens de lire ces CGU, parce que quand elles font 70 pages et qu'elles sont écrites dans un jargon, personne n'a envie de le faire. Donc je ne suis pas complètement d'accord sur le fait qu'on est adulte, d'autant plus que qui a appris le numérique, qui a été formellement... qui a enseigné, enfin s'est vu enseigner le numérique dans la salle, lever la main. Alors moi, je suis ingénieur en informatique, mais bon, on n'est pas 36 non plus dans la salle. Quelques-uns, oui, mais formellement, les gens n'ont pas été éduqués au numérique, ils n'ont pas été éduqués au business model. Il n'y a pas de gens qui leur ont expliqué le coup de la vache et du fermier. Non, et ça, c'est super important. Sans ça, sans cet apprentissage du numérique, on n'est pas encore des adultes du numérique. François, je vous présente, vous êtes avocate, spécialiste de la donnée. On est des internautes consentants ou pas? Alors, avant de parler d'Internet consentant, je vais revenir un petit peu sur les deux propos qui ont été émis tout à l'heure. Nous sommes tous dans une magnifique cour de récréation avec un jeu aux gendarmes, et on joue tous aux gendarmes et aux voleurs. Alors, on a les voleurs sur le dark web qui font leur transition numérique et qui nous exposent à des failles de sécurité, des violations de données, et personne n'a envie de voir son intimité exposée. Personne n'a envie qu'on lui prenne sa carte bleue, son permis de conduire, son passeport, pour que certains puissent les vendre à haut ou à bas coût sur le marché du net. Par contre, on a tous envie de profiter des friandises du big data, parce qu'on est dans une logique reptilienne où l'avidité nous guide. On a tous envie d'aller sur Facebook dans ce petit réflexe voyeuriste, voir ce que fait le voisin. Ça, oui, malheureusement, contrairement à ce que vous attendez, on n'est pas des maîtres. On n'est pas non plus complètement des entrepreneurs, parce que si on était tous des entrepreneurs, nous aurions ici face à moi que des Kim Kardashian transformées en produits, parce qu'elles ont su parfaitement donner une marque à leur courbe généreuse. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on va être beaucoup plus modeste. Ben, la modestie, ça commence par, effectivement, comme on vous le dit tout à l'heure, nous sommes des écoliers du web. On ne va pas parler en termes d'appropriation, parce que là, ça me dérange, et on va avoir un débat là-dessus, sur la monétisation de la data, parce que ça, c'est le sel que l'on sert aux masses, dans lequel on va leur expliquer que pour la photo de leur chat, de leur chien, on va leur donner 10 centimes, la dîme. Ah oui, après, les GAFAM seront contents parce que vous ne pourrez plus revenir sur votre consentement. Donc la monétisation, c'est un leurre. En revanche, ce qui n'est pas un leurre, c'est l'usage raisonné et réfléchi que nous avons des datas que nous donnons. À quoi consentons-nous réellement? Et donc là, je vais répondre à votre question. On va se poser une petite question. Ça veut dire quoi, consentir? Alors, c'est vrai, nous, Européens, on a été à l'école, on a la chance d'être des écoliers de la République. On est tous Européens autour de valeurs communes. On a tous, peut-être pas tous complètement, mais quand l'autonomie de la volonté, on est là-dessus parce qu'on est éduqués. Parce qu'on n'est pas en Chine. On n'est pas en Chine avec le système du crédit social, où selon que vous avez envie d'emmener vos enfants à l'école, on va vous expliquer que si votre sœur, votre voisin, votre cousin a mal surfé ou acheté un livre défendu, vous n'allez pas pouvoir sortir du territoire, vous n'allez pas envoyer vos enfants dans une bonne école. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner l'autocensure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Victor Hugo, on va repartir au principe, on est européen. La censure, cette chienne au front bas qui suit tous les pouvoirs. Dictature d'État, par contre, on vous explique, là, on ne monétise pas. C'est le bien commun, la cité radieuse, merveilleuse du système du crédit social. Et on vous note. Alors il ne faut pas tomber dans la caricature, ni maître, écolier, mais certes, mais écolier en apprentissage pour devenir un individu réfléchi avec un usage raisonné des outils technologiques. Alors le consentement, je vais vous dire, on est dans une société démocratique. Et il faut, l'avocat que je suis, se satisfait peut-être de ce qu'un jeune Autrichien, tout seul, ait pu faire tomber le safe harbor, c'est ce qui permettait aux entreprises de récupérer les données de citoyens européens, les entreprises américaines en toute impunité. Un jeune citoyen autrichien, un gamin autant vous dire, il est venu avec toutes les politiques de confidentialité de Google et tout ce que Facebook avait ramassé sur lui. Il en fallait un. Et vous savez, avec le nouveau règlement européen,
qui est arrivé en mai 2018. Alors bien sûr, certains le voient comme une magnifique contrainte. Bien sûr, quand je suis gérante PME, j'ai pas envie d'une contrainte de plus parce que j'en ai tellement. J'ai les impôts, j'ai la réforme du droit des contrats et les données personnelles. Je sais même pas ce que c'est. J'avais pas très bien compris. Moi, je croyais que c'était nom, prénom. Ben non, pas que. C'est aussi l'adresse IP. C'est aussi votre plaque d'immatriculation. C'est aussi la façon parfois dont vous surfez. Le problème, c'est que cette réglementation il va falloir l'assouplir, peut-être et la durcir dans un autre cas. Mais que le problème, c'est que tout est data aujourd'hui et que tout, potentiellement, par un simple recoupement, peut devenir données personnelles. Et qu'aujourd'hui, on est dans une position schizophrène. La schizophrénie, elle commence où? J'ai envie, moi, des friandises du big data. Bien sûr, j'ai envie d'utiliser Google, Facebook, ma fameuse tablette. J'ai envie que mes gosses aient l'accès à la connaissance la plus diffuse possible, d'aller rapidement sur Wikipédia, etc. Mais il faut que les gamins ils aient les réflexes. Accéder à une citoyenneté numérique, ça prend du temps. Oui, il faut peut-être savoir leur retirer les tablettes à 21h30 le soir. Peut-être leur dire décroche-toi de ton téléphone et te photographier dans tous les sens, ma petite chérie, pour satisfaire tes copains sur Snapchat. Ça va peut-être te coûter beaucoup dans quelques années en e-réputation lorsque tu voudras trouver un emploi. Il faut leur apprendre à ralentir. Alors pas du tout, on va en parler, parce que les gamins qui courent dans les cours de récréation, qui font la course au Pokémon et qui se filment dans tous les sens pour avoir des flammes, effectivement, ça pose question. Donc, un écolier du web, oui, il faut accéder à une citoyenneté numérique et une autonomie de la volonté. Ce qui est intéressant dans les actions de groupe qui ont été menées par la Quadrature du Net, par l'association NOYB, menée par Max Schrems, c'est qu'on réfléchit autour de la notion de consentement forcé. Est-ce qu'on est tous égaux vis-à-vis des GAFAM? Est-ce que lorsque je suis en état de dépendance sur l'accessibilité à un service, je suis en position de consentir véritablement? Toutes les politiques de confidentialité que vous ne lisez pas. Qui a lu la politique de confidentialité de Twitter? Qui l'a lu? Moi, je veux bien qu'on me dise qu'on est... Voilà. Alors, on a 3 profils. On a le profil Kim Kardashian qui, avec ses courbes, s'est transformé en produit. C'est merveilleux. Tout le monde ne pourra pas le faire. On a le profil Bidochon Homer Simpson. Malheureusement, on est plus proche de Homer Simpson avec sa volonté, ce garçon qui a peur un peu de tout et qui veut être rassuré. Il a peur des terroristes, lui. Il n'a pas envie que ses enfants soient l'objet de prédateurs. Donc, quand on va lui dire « je peux géolocaliser dans ton environnement tous ceux qui sont sur un fichier », il va dire oui. Lorsqu'il va vouloir surfer sur Facebook et avoir accès à des prix moins chers et qu'on va lui suggérer autre chose et qu'on va lui expliquer « tu as peur d'être malade, mais rassure-toi, j'ai la solution, donne ton ADN, je vais te profiler, je vais prédire ce qui va t'arriver ». Bien oui, il va être tenté. C'est notre logique reptilienne. On veut un mode aseptisé, transparent, parfaitement sécurisé. C'est la réalité. Alors les Dortux-Spock, à côté, effectivement, des êtres humains augmentés qui maîtrisent parfaitement ceci. Mais il faut peut-être aussi avoir de la modestie. Moi, j'ai la modestie peut-être de me dire qu'on ne maîtrise rien. Aujourd'hui, le droit, il essaie d'apporter des solutions. Elles sont imparfaites. Mais les actions de groupe, au moins, le méritent de faire bouger les lignes. Notre rapport à la donnée ne sera plus le même dans 10 ans. Nos enfants, et là je vous rejoins, sont bien meilleurs que nous. En revanche, il faut trouver des solutions pour se mettre à l'ombre. L'ombre, le droit à l'ombre, c'est peut-être utiliser des VPN, c'est peut-être utiliser Quant. Évidemment, c'est de temps en temps se dire « je n'ai pas envie d'être mise à nu, je n'ai pas envie d'être transparent, j'ai le droit à mon intimité. » Le droit à la privacy, on va revenir sur les questions fondamentales, c'est le droit d'être laissé en paix. Alors, on va parler de droit parce que moi, ce qui me choque, là, la semaine dernière, on a eu quand même pas moins de 4 sociétés qui sont spécialisées dans le ciblage publicitaire, qui se sont retrouvées la main dans le pot de confiture, dont la dernière Vectory quand même, qui a une mission de service public, d'intérêt public, et qui se retrouve à utiliser les données qu'elle collecte pour les cotisations retraite à des fins personnelles. Non mais ça ne vous pose pas problème. Ça ne vous pose pas problème que dans l'affaire Facebook Cambridge Analytica, on en soit réduit à se retrouver, alors qu'on répond à une enquête de personnalité, on parlera des data brokers tout à l'heure, on répond à une multiplicité d'enquêtes, alors selon qu'on aime l'astrologie ou autre, mais on ne se rend pas compte, on a envie de connaître, alors est-ce que demain il fera beau? Ou lorsque je vais sur Météo France, voilà, je vais sur Météo France, les problèmes des SDK que l'on met dans certaines applications, eh bien, qui a envie de savoir, si je vais de Toulouse à Biarritz, combien de fois je vais au bord de la mer? Si je suis dans un hôpital, combien de fois je vais au département oncologie? Je suis désolée, effectivement, là, vous avez raison. Il faut qu'on lise les politiques de confidentialité, que l'on sache à quoi on en a consenti. Très bien.
à la condition de ne pas être dans une situation de dépendance. Donc il y a l'information pour donner un consentement réfléchi, avisé, mais il faut que l'information elle soit transparente. Et il ne faut pas qu'elle soit dans un rapport de force déloyal. Donc on va parler de loyauté. Est-ce que l'individu face à un oligopole ou un monopole de Google, d'Amazon ou autre, il est en position de choix? Et on va parler de la PME. La PME, lorsqu'elle négocie un contrat Salesforce, est-ce qu'elle est dans une position de choix? Des contrats adhésion, ce n'est pas fait que pour les autres. Elle n'est pas toujours dans une position de choix. C'est là que le droit, il fait le gendarme. Et le droit, il dit à Google, vous êtes en abus de position dominante. Non, je suis désolé, Google Shopping, ça passe pas. Google SenseSense, ça ne va pas passer. Il a mis trop longtemps à lui dire, mais il y a effectivement, et là c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avant effectivement on avait l'impression qu'il lui donnait un pourboire, 100 000 euros, 200 000 euros, c'était une rigolade. Le RGPD, oui non mais c'est une vaste fumisterie, vous me pardonnerez cet écart de langage, parce qu'au vu des résultats de Google qui se chiffrent en termes de milliards, le marché des objets connectés, ça va être en 2020 je crois 200 milliards, même encore plus, moi, je ne suis même pas sûre des chiffres. Ce qui veut dire qu'on est sur, effectivement, une avidité sur les données, sur l'usage, sur l'expérience utilisateur. On va vouloir votre voix, on va vouloir vos gènes, parce que c'est un carburant de la data, parce que dans certains cas, et c'est bien, et c'est louable, ça va nous aider à lutter contre le cancer, bien évidemment, ça va peut-être faire reculer les frontières de la mort, mais au profit de qui? Au profit de qui? Est-ce qu'on n'est pas en train d'être sur un écart de civilisation? C'est un enjeu technologique, c'est un enjeu économique, effectivement. C'est un enjeu sociétal, mais c'est surtout un enjeu démocratique. Dans quelle société voulons-nous vivre? Et nous, Européens, oui, on est 400 millions, oui, on considère que la donnée, ce n'est pas un bien de consommation, contrairement à la position américaine, ce n'est pas non plus le bien commun de la cité idéale, c'est entre les deux. C'est entre les deux, c'est un prolongement du droit de la personnalité. Oui, je dois consentir, mais à quoi? Cette réglementation fera l'objet d'interprétation. La dernière action en date, qui est très intéressante, qui est menée par l'Internet Society, je crois qu'elle est il y a 15 jours, Nicolas, c'est il y a 15 jours à peu près, ITANO a lancé une mise en demeure contre Facebook, le sommant de s'expliquer sur la politique de confidentialité et la transparence de l'information. Mais c'est fabuleux que dans un état de droit, certains puissent se réunir pour demander des explications à un géant. En Chine, ils n'en demandent pas tant. En Chine, ils ont juste un visa et la possibilité pour leurs gamins d'aller à l'école. Nous, on a la possibilité de se réunir, de demander des comptes. Ça permet un rééquilibrage des forces. Je crois à la PME parce qu'elle est agile. Je crois que les gros dinosaures ont des soucis à se faire et qu'effectivement, il faut faire en sorte qu'on ait un regroupement autour de nos valeurs pour dire, bien oui, j'ai peut-être une autocensure. Quand je donne mon numéro de téléphone, je vous donne mon numéro de téléphone. J'attends de vous de pas de vous faire signer une politique, un engagement de confidentialité. On partage les mêmes valeurs. Je sais bien quand vous allez dans la rue, vous n'allez pas le donner à tout le monde. C'est une question d'éducation. Et oui, on partage la même éducation. Mais peut-être que sur les voitures autonomes, je vais vous donner un exemple. Il faut réfléchir. Nous, on est des petits poussés. Sur les voitures autonomes, il va y avoir des algorithmes. Et sur ces algorithmes, ils vont être fonction... Il y a un biais culturel. Si je suis en Inde, est-ce que cette voiture autonome, confrontée à, on va dire, 3 passants qui sont qui malheureusement vont devoir être écrasés parce qu'il va y avoir un problème sur des paradigmes que je ne maîtrise pas, il va avoir le choix, la voiture, entre une femme, un homme et un garçon. En Inde, je pense que la femme n'a pas beaucoup de chances de s'en sortir. En Europe, l'homme risque d'être sacrifié. Dans d'autres pays, ça sera peut-être l'enfant, s'il n'y a pas de valeur. Donc il faut là aussi de la modestie. Droit d'être laissé en paix en fonction de ma culture, des valeurs que j'ai, du regroupement autour de cultures communes. Et ce n'est pas facile. Donc écolier du web, oui. Maître, certainement pas. Parce que l'écosystème de la data, la modestie de le reconnaître, n'est pas forcément maîtrisé. Lorsqu'on va demander un déréférencement en ligne sur une problématique de droit à l'oubli, qui ira vérifier dans les serveurs de Google que ça y soit encore? Ce qu'on va me dire, c'est que je l'enlève de l'affichage sur un territoire. Par contre, la trace est indélébile. Moi, je voulais juste revenir sur la on laissera data. la place après à David. C'est promis, je fais hyper super vite. Mais là, on parle de la data. Est-ce que c'est le pétrole du 21e siècle? Le truc me gênait quand même longtemps. Et puis en fait, j'ai réalisé qu'en fait, la métaphore, elle tenait bien le choc parce que aujourd'hui, la data, on n'arrive pas à la maîtriser. Il y a des fuites de données, mais de partout. Même des boîtes qui ont vraiment une culture de protection de l'utilisateur, etc.,
comme Google, qui est plutôt une bonne boîte de ce point de vue-là, on s'est rendu compte qu'ils avaient laissé fuiter les données de 500 000 personnes et que pendant 6 mois, ils ont camouflé le truc parce qu'ils n'assumaient pas d'avoir foiré autant que ça. Même Google, qui jusqu'à présent était le parangon de la chose. Alors chez Facebook, bon, c'est open bar, c'est une autre culture, on va dire. Et là, je me suis dit, mais la culture de la donnée, est-ce que la donnée est bien le pétrole du 21e siècle? Je fais, bah ouais, il y a aussi des marées noires grâce à la data, et c'est vous les victimes. Donc faites attention, parce que la métaphore, elle va plus loin, et oui, il y a des marées noires, et c'est nous les victimes. Voilà, je me tais maintenant. David Lacomblette, vous vouliez réagir sur cette citoyenneté numérique aussi? Oui, mais je ne veux pas qu'on monopolise à trois. Non, on laissera la parole à nos autres invités camarades après. Quand même. Oui, pour le droit à l'oubli, mais ça ne doit pas être l'oubli du droit, pour reprendre l'expression de Serge Tisseron. Et donc, c'est pas parce qu'on est dans un univers numérique qu'on doit se comporter plus mal. Et il est normal aussi de retrouver et d'avoir des obligations de mémoire, ce qui est aujourd'hui le cas des opérateurs téléphoniques, par exemple. Tous ceux qui ont passé un coup de fil ici ce matin, votre opérateur téléphonique sait parfaitement où vous êtes. C'est pas pour autant qu'il utilise vos données pour vous vanter les mérites du restaurant qui est de l'autre côté de la rue, contrairement effectivement à des opérateurs américains où quand sur Gmail récemment encore, quand vous tapiez un message, vous aviez une publicité adjacente assez proche du contenu de votre lettre. Alors ça, ils sont engagés à arrêter. Néanmoins, effectivement, c'est une question sur laquelle les annonceurs, d'ailleurs en particulier, doivent être particulièrement exemplaires et ne pas alimenter cette machine-là. Après, il y a effectivement une ligne de crête pour un modèle européen qui soit interopérable, qui soit pérenne, qui soit soucieux du respect de la personne et des données, des tiers de confiance à inventer, des notaires de vos données qui utiliseront des données pour des services auxquels vous avez souscrit. Et effectivement, il y a un modèle européen à inventer. La blockchain peut aussi permettre d'apporter cette confiance demain. Il y a des États, je pense à l'Estonie, qui l'utilisent et il faut aller voir de plus près ces modèles-là pour en faire un sujet européen face à deux continents efficients en matière numérique que sont les États-Unis d'Amérique d'un côté, la Chine, Asie-Pacifique de l'autre, un système libéral dérégulé mais qui soutient ces entreprises, des pouvoirs autoritaires forts mais éclairés qui soutiennent leurs entreprises, là où l'Europe semble un peu perdue parfois dans sa réglementation, au risque de tuer à petit feu l'esprit d'initiative et d'entreprise. On va revenir sur le rôle de l'Europe. Je voulais quand même donner la parole à nos autres invités, notamment à François Nicolas. Vous travaillez chez Gerber, qui est donc un spécialiste mondial de l'imagerie médicale. Et j'aimerais bien que vous nous parliez de cette donnée sensible qui est la donnée santé. Comment vous la traquez? Qu'est-ce que vous en faites? À qui vous la vendez? Voilà. Qu'est-ce que vous faites de nos données sur la santé? Oui, très bien. Donc la donnée de santé, effectivement, très sensible. Nous, on ne vend pas du tout de données. En fait, on vend des produits de contraste pour faire de l'imagerie. Il se trouve que le monde de la radiologie est en pleine mutation avec une sorte de déferlante qui est en train d'arriver d'algorithmes d'intelligence artificielle qui vont aider les radiologues à diagnostiquer plus vite, mieux, avec moins d'erreurs. Donc on travaille sur ce domaine-là, ce qui fait qu'on est plutôt dans une phase de collecte de données anonymes. Alors on peut discuter de ce que ça veut dire, mais notre démarche c'est d'avoir le moins de données possible. On veut avoir des images et typiquement on s'intéresse au cancer du foie, donc savoir s'il y avait une lésion cancéreuse ou pas en utilisant des informations de type biopsie par exemple, donc histopathologique, et restreindre les informations au minimum en fait pour entraîner ces algorithmes. Comment on est sûr que les données que vous collectez restent protégées? Alors, on suit les réglementations pour les données personnelles de santé. Donc, il y a les serveurs agréés de données de santé. Il y a des processus internes très rigoureux qui sont mis en place pour ça. Et encore une fois, on n'est pas dans une démarche Enfin, c'est vraiment complètement l'inverse de Google ou Facebook. On n'est pas dans la démarche d'aller chercher le plus de données possible. On cherche juste les données qui sont nécessaires à notre usage, à notre besoin. Alors, il y a un acteur qui apparaît de plus en plus dans ce domaine, ce sont les data brokers, donc des courtiers en données qui achètent, qui revendent de la donnée. Par exemple, dans la santé, est-ce que ces data brokers interviennent? Alors non. En tout cas, moi je n'en connais pas du tout. Donc, dans la santé, on travaille
Enfin, donc je travaille dans le monde entier, hein, enfin, y compris en Chine, en Asie, aux États-Unis. Mais c'est un peu toujours la même démarche. Hein. C'est des collaborations de recherche avec des institutions, ou alors c'est les gouvernements qui mettent en place des plateformes en fait, pour que les données soient accessibles dans un certain cadre. Le Japon, par exemple, est en train de mettre quelque chose en place en ce moment. Mais on va pas chercher des données avec des brokers. Et de toute façon, la pertinence d'algorithmes dépendra énormément de la qualité des données. Donc ce serait inconcevable pour nous d'aller chercher de la donnée dont on n'a aucune garantie de qualité. Et est-ce que c'est facile d'aller à la chasse à la donnée de santé? Est-ce que c'est plus difficile en Europe, par exemple, qu'aux États-Unis ou en Chine? Oui, c'est très difficile en Chine, parce qu'il y a un soutien tellement fort sur les acteurs locaux que c'est assez facile quand on est une start-up chinoise et c'est très compliqué quand on est un groupe international, étranger. C'est facile pour les acteurs chinois. Pourquoi? Parce que déjà l'État est souvent à des prises de participation dans toutes les sociétés et que le business model, il repose sur 1,4 milliard bientôt d'individus. Ça va vite, hein, sur une accélération. Il suffit de voir là, les dernières souris qui nous ont produit, pas encore une chimère, mais on va avoir des offres sur catalogue bientôt sur ce que l'on peut prévoir au niveau de notre ADN, ce que l'on peut fabriquer, des bébés, du prêt à fabriquer. La transition technologique à laquelle on est confronté, elle va se gérer. On ne va pas parler de data protection by design, on va vous parler d'éthique by design. Et dans le domaine de la santé, la question que je voudrais vous poser, vous connaissez Jacques Testard dans L'œuf transparent. Jacques Testard avait tout arrêté, justement quand il avait vu vers quoi on allait en matière de génomique. Et vous avez en Chine la star, je crois que c'est la société justement Genomics, qui vous explique, je ne sais pas si ceux qui parmi vous ont suivi la télévision, le reportage où on nous montre qu'ils sont capables de faire des petits cochons fluorescents. C'est super, on est content. On est très content. Et moi, j'ai plutôt très peur quand je vois ce genre, parce que demain, on va nous fabriquer des chimères. On va nous expliquer, ben oui, ce sont des bons soldats. J'ai fait un croisement entre un lion et un homme, et il va vite, hein, c'est super. Ben, ce n'est pas véritablement le monde dans lequel j'ai envie de vivre. La disruption en matière de santé, elle est redoutable. Est-ce qu'il faut s'arrêter comme Testard? Moi, je vous retourne la question, je ne sais pas. Ça, c'est clair qu'en matière de santé... Il y a des garde-fous en Europe quand même, non, sur ces questions-là? Oui, mais il y a des garde-fous, mais c'est toujours pareil. Quand la technologie devient disponible au niveau du monde, il y a toujours des gens qui vont essayer. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même très très complexe de réussir sur des choses. C'est pas trop compliqué de mettre un gène d'une méduse dans un cochon, par exemple, donc le rendre un peu fluorescent. Mais enfin, d'aller manipuler des humains, bon, ça va être difficile, et ça, c'est une barrière. Sinon, ce qu'il faut quand même reconnaître à la Chine, c'est que donc ils ont un modèle relativement cohérent. Et pourquoi sur l'IA dont je parlais, ils poussent tant que ça? C'est parce qu'ils ont 1,4 milliard de personnes à soigner. Et ils n'ont pas le choix non plus. Ils n'ont pas le choix, et ils ont fait aussi la démarche de ne pas attendre que les sociétés américaines ou européennes règlent le problème pour eux. Donc ils ont leur autre culture, ils prennent leur destin en main. Voilà. Donc sinon, par rapport à l'accès aux données, la France est quand même plus compliquée qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que je pense que la RGPD est encore un peu neuve. Et donc la RGPD est stricte, elle est un peu neuve, et il y a une manière assez conservatrice de l'appliquer aujourd'hui, c'est-à-dire que on va très facilement dire que des données sont des données de santé, même quand en réalité, enfin, on peut en débattre, mais en tout cas, on est plutôt sur de la donnée vraiment très très anonyme. Le droit s'adaptera, on verra, il y a des dérogations. C'est vrai qu'on a un des droits les plus stricts en matière d'exploitation des données de santé. On va exiger des hébergeurs agréés, on va vous soumettre à des obligations qui sont colossales. Pourquoi? C'est parce que votre exposition au risque, eh bien, elle a des impacts beaucoup plus significatifs. C'est-à-dire, c'est pas la même façon qu'on me vole la photo de mon chien sur Facebook. Bon, c'est pas très grave. Hein, ça, c'est pas un problème. En revanche, si on récupère toutes mes analyses de sang pour savoir si j'ai le cancer ou pas, ou si j'ai le sida ou pas, et que tout mon voisinage est informé, ou des gens peu scrupuleux, ça peut poser question. C'est indiscutable. Hein. Bon, mon point, c'était uniquement sur... c'est quelque chose de peut-être un peu plus étroit, mais... Sur cette course sur laquelle on est actuellement, donc il se trouve que c'est la radiologie, mais en santé d'intelligence artificielle, le fait qu'on crie un peu au loup très facilement en France, donc on a peur.
Donc comme on a peur, en fait, on met des garde-fous très forts et finalement c'est plus facile d'aller travailler ailleurs. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que le risque éthique, il est que finalement les solutions qui vont être adoptées en France comme ailleurs, elles vont venir d'ailleurs. Voilà. Donc à vouloir trop se protéger, c'est toujours pareil. On a le risque finalement, on a quelque chose qui vient parce que les Chinois, ils développent vite et maintenant ils sont en train de regarder le marché européen. Je suis désolée parce que le temps file malheureusement et c'est un sujet trop vaste pour si peu de temps. Je voulais donner la parole à Frédéric Burtz parce que vous représentez le secteur bancaire. Alors je voulais donner l'exemple de Datalogix qui fait partie de ces fameux courtiers en données qui traquent les données issues des transactions bancaires qui transitent par les sites de commerce en ligne ou réels d'ailleurs pour les vendre ensuite à Google ou Facebook pour les aider, comme Tristan Nitto l'a rappelé, à mieux cibler leur offre publicitaire. Est-ce que nos données bancaires sont menacées à ce point? Est-ce que quand je vais sur un site de commerce en ligne, voilà, à quel point mes données sont menacées? Alors, c'est une vaste question. Donc nous, on travaille avec... c'est vrai que depuis le début du débat, là, il y a plein de questions qui font super peur, etc. Et bon, moi, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui essaye de faire des choses, quoi. Et je suis pas trop à me poser les problèmes, mais à trouver des solutions, etc. Et peut-être je voulais dire aussi un truc, c'est que je pense que, je sais pas si vous avez lu l'article du New York Times qui est paru il y a 2 jours sur Facebook, où il raconte ce qui s'est passé chez Facebook. Hein. J'invite tout le monde à le faire. Moi, je pense que les gens de la Silicon Valley, ils ont intérêt à se construire une éthique et une conscience, parce que sinon, ils vont être rattrapés. Il a juste fallu que ça soit parce qu'il y a eu des problèmes avec les élections russes que ça ait dû apparaître. C'est un peu vraiment dommage. Mais bon, en tant que citoyen, je tenais à le dire. Ça fait partie de mes préoccupations très importantes. Donc, pour revenir à ces sujets-là. Les données de paiement, nous, chez BPCE, on considère qu'elles appartiennent à nos clients. Donc, ce n'est pas nous qui les donnons à des tiers pour qu'elles soient exploitées. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui pourra être fait par le marchand qui décide de vendre ses données, etc. Nous, on ne les vend pas, on ne les monétise pas. Pour quelles raisons? On y a pensé, assez simple, c'est qu'on est dans des relations de long terme avec nos clients et que si jamais on le faisait, ils perdraient complètement la confiance chez nous et on perd les clients. Et donc quand on regarde les coûts d'acquisition, combien de temps il faut garder les clients, etc. Et par ailleurs, ça ne fait vraiment pas partie de nos valeurs. Donc typiquement, il y a un sujet qui est comment dire, Apple Pay. Donc nous, au groupe BPCE, on a ouvert Apple Pay. Les données d'Apple restent chez Apple et chez nous. Elles ne sont jamais distribuées par Apple à quelqu'un d'autre. Elles restent sur le téléphone parce qu'on a considéré que le service c'était intéressant que vous voyiez vos 10 dernières transactions. Et une fois qu'elles ont plus de 3 mois ou qu'il y en a plus de 10, elles sont enlevées. Quand Google vient nous voir, il ne veut pas du tout faire ça. Lui, il veut qu'on utilise un système qui s'appelle Google Pay pour qu'il sache que quand il a vendu de la pub, il y a eu un achat. Parce que c'est encore mieux que de savoir que vous avez envie d'acheter un vélo. Si vous l'avez acheté, c'est encore mieux. Alors, surtout sur les achats récurrents. Donc nous, par exemple, c'est des choses sur lesquelles on a lu les CGU qui nous étaient proposées. Et celles surtout qui seraient proposées à nos clients. Et on pense que c'est notre devoir que de protéger nos clients par rapport à ces démarches-là. Donc voilà, et donc moi ce que je dis c'est que quand j'étais e-commerçant, par exemple, que je vendais du voyage ou des billets de train, on essayait d'avoir ce qu'on appelle en anglais le share of wallet, c'est-à-dire qu'on essayait de faire en sorte que les gens ils voyagent le plus possible en train et le moins possible en voiture pour que les dépenses de voyage soient chez nous. Donc on avait le share of wallet. Ce qui est bien dans la banque, là depuis que je suis dans la banque, c'est que j'ai tout le wallet. Je sais exactement, on sait exactement tout ce que les gens dépensent, mais c'est pas des choses qu'on exploite. En les monétisant à l'extérieur, en les vendant à des tiers qui pourraient en tirer parti, parce que ça ne fait pas partie du contrat qu'on a avec nos clients. Et quand bien même ça y ferait partie, je pense que le RGPD ne nous permettrait pas de le faire désormais. Ça, c'est le premier truc que je voulais dire. Et que nous, l'enjeu qu'on a autour de l'exploitation des données très importantes qu'on a, il est plutôt à comment est-ce qu'on sert mieux nos clients, comment est-ce qu'on s'en occupe mieux pour nos collaborateurs, pour nos conseillers, pour qu'ils puissent aider leurs clients.
on veut aussi faire en sorte que les clients, on leur donne plus d'informations sur leur vie financière, parce que vous savez, tout le monde a peur d'être négatif à la fin du mois, mais personne ne va faire ses comptes parce qu'on a trop peur de découvrir qu'on est négatif. Donc nous, on pense que si on sait exploiter bien ces données, on est capable de vous dire attention, à la fin du mois, vous allez être négatif, faites attention, il faudrait peut-être que vous mettiez un peu d'argent, que vous avez de l'épargne sur votre compte, sinon vous allez devoir payer des commissions d'intervention. Vous avez entendu parler des sujets. Donc voilà, donc on veut les utiliser à la fois pour bien conseiller nos clients et aussi pour que nos conseillers aient un travail très facile à faire avec eux. Donc c'est plutôt comme ça qu'on voit les données, et pas du tout en les vendant à l'extérieur, en les monétisant, ou bien en faisant en sorte que par un biais, il y a une grosse boîte qui utilise les clients et qui ne défendent pas nos clients. Et l'autre truc aussi, c'est que nous, on a DSP2, je ne sais pas si vous avez entendu parler, la directive sur les services de paiement numéro 2, qui, pour ceux d'entre vous qui connaissent les télécoms, c'est un peu le dégroupage des données bancaires. Hein. Donc il y a des acteurs qui vont être agréés par la CPR, qui est l'autorité de supervision du secteur bancaire et financier, et donc ces acteurs-là, ils pourront accéder à vos comptes, utiliser vos données, vous les restituer d'une superbe façon, etc. Plutôt que vous le faites comme le font 2 millions de Français aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils donnent leur login et leur mot de passe à ces gens-là qui viennent scraper, et je ne sais pas comment ces données sont protégées. Moi, je trouve que la DSP2, par exemple, elle a un gros problème avec la RGPD. Si par exemple, je vous fais un virement, et que je mets dans le virement, j'ai viré 1 000 € à ma voisine. Quand on vient lire ces données, je donne des informations sur vous qui étaient chez moi. On dit que c'est des données personnelles à moi, mais ils sont personnels à vous aussi. Et donc on a, voilà. En plus, c'est moi qui verse de l'argent et c'est vos données, c'est pas mal. Et donc c'est ce genre de difficultés, moi je pense, auxquelles on va devoir faire très très attention. Et par exemple, je sais pas, quand on va donner, si les sociétés d'assurance, elles se mettent à vous demander vos données comme ça et à les télécharger, qui est-ce qui vous dit qu'elles vont pas aller regarder que tous les lundis vous dépensez 50 € au Rialto et qu'ils vont se dire bon, lui c'est un fumeur et il est en train de me dire autre chose que ce qu'il a déclaré, quoi. Voilà, donc effectivement on a des gros enjeux autour de la donnée dans la banque. David Lacombelle, vous vouliez dire un mot? Oui, et après, le modèle du secteur bancaire sur le paiement est on va passer aux certainement à regarder, après. Puisqu'ils ont su créer des tiers de confiance avec les cartes Visa, par exemple. Et quand vous allez payer chez votre restaurant ce midi, le restaurant ne vous demandera pas quelle est votre banque. D'ailleurs, il ne vous demandera même pas si votre compte est débiteur ou créditeur. Les 4 chiffres du code suffiront à créer une confiance immédiate. Et donc, c'est des modèles à suivre et à inventer dans l'espace numérique. Et c'est là où il faut se rassurer, je pense, avec des citoyens responsables, libres, mais qui agissent en responsables, parce qu'ils feront toujours le choix de la liberté. Est-ce que vous vous souvenez du navigateur que vous utilisiez dans les années 2000? Est-ce que vous vous souvenez du moteur de recherche que vous utilisiez? Netscape, AltaVista, ça a disparu parce que dès que les consommateurs ont eu le sentiment d'être pris en otage, ils s'en sont détournés. Et demain, s'ils ont le sentiment d'être pris en otage aussi par des plateformes, ils s'en détourneront. On va laisser Tristan Nitto réagir, mais avant, je voudrais quand même que le public ait l'opportunité de poser des questions. On va vous faire passer un micro. Qui a une question? Levez la main, s'il vous plaît. Oui. Non, mais normalement, il y a une hôtesse qui doit arriver. Je pense qu'elle est en mode sans échec. Je vais vous passer mon micro. Elle est en mode sans échec. Bonjour. Je pense que tout le monde est d'accord avec les risques que vous évoquez, mais au final, c'est comme quand on prend la voiture. On est tous conscients qu'on pourrait mourir dans un accident. Au final, on fait tous une analyse de risque. Et on a d'un côté les friandises des GAFA et de l'autre côté le risque potentiellement que nos données soient exploitées. La question, c'est comment est-ce qu'on arbitre là-dedans? Et je pense que c'est ça la vraie problématique. Comment est-ce qu'on ne pourrait pas notamment dire que certaines conditions sont abusives, ou alors tout simplement légiférer sur les conditions d'utilisation que nous sommes obligés d'accepter parce que nous voulons accéder à des services. Et c'est ça vraiment ma question. Tristan Nitto. Moi, je pense que vous avez une vision beaucoup trop rationnelle des gens. Moi, quand je leur explique la vie sur le numérique, les business models, ils me répondent tous « Ah ouais, mais moi, j'ai rien à cacher ». Alors, je sais pas, moi, personnellement, là, j'ai super chaud. Je vous avoue, je serais bien à poil, quoi. Mais bon, je vais pas vous infliger un truc pareil. Donc,
Et je suis sûr qu'on a tous un peu chaud aussi, donc pour être tous nus ou bon en petite tenue, quoi. Et on le fait pas. Donc on a bien tous quelque chose à cacher, quoi. Hein, personnellement, je vais aux toilettes, je verrouille le loquet, quoi. Je fais pas des trucs je fume pas de la drogue dans mes toilettes. Hein, c'est juste que bon, voilà. Donc j'ai des trucs à cacher. Et ceux qui sont pas d'accord peuvent venir me donner leur avis d'imposition. Je vous attends à la fin. Hein, d'accord. Bon. Alors. Donc on a tous quelque chose à cacher et c'est pas forcément illégal. Et les gens me disent non mais j'ai rien à cacher. Mais moi quand j'entends je n'ai rien à cacher, ça m'a pris du temps de comprendre. C'est parce que en fait c'est un mensonge qu'on se raconte pour dire le numérique, j'ai pris des habitudes, j'ai eu du mal à en arriver là. Et changer pour un meilleur smartphone, parce que votre Android, il pompe vos données, vous le savez tous, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il faut changer, hein, vous pouvez les jeter en sortant, il y a une poubelle sur la gauche, et vous pouvez vous acheter un iPhone. Pourtant, l'iPhone, il a que 15% de part de marché, alors que lui, il pompe pas vos données. Donc les gens le savent, ou maintenant ils viennent de l'apprendre. Je suis pas sûr que je retrouve beaucoup de smartphones à la sortie. Donc tout ça pour dire que les gens sont pas rationnels, ils sont juste à dire... Ah ouais, mais j'en ai sué pour apprendre Android. J'ai pris mes habitudes avec Google. Bon bah Gmail, oui, bon bah oui, d'accord. Il faudrait que j'utilise Quant, etc. Et ils le font pas tous. Ce n'est pas une analyse entre. Oui, c'est vrai que c'est risqué, mais je vais quand même tenter le coup. Non, c'est pas vrai. C'est juste, j'ai pris l'habitude, je sais pas faire autrement, j'ai trop la pression, j'ai une injonction à me servir du numérique, on m'a jamais expliqué, à part dans cette boutique Orange, 1 minute 30, on m'a dit le vert, c'est pour envoyer des textos, et puis l'autre, c'est pour passer des coups de fil. C'est la seule formation en numérique que 90% des gens ont eu, quoi. Donc, non, les gens font pas des analyses rationnelles, ils sont juste coincés entre eux, faut utiliser le numérique et attention, c'est dangereux. Et donc, ils restent dans leur zone de confort. Et c'est irrationnel, mais d'un autre niveau, quoi. C'est je ne sais pas faire autrement. Et ils ne sont pas lucides sur le sujet, puisqu'ils me disent ben non, j'ai rien à cacher. Alors que c'est faux. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Oui, cette fois-ci, je pense qu'on a un micro. Mademoiselle, ici? La demoiselle Arbouté? Oui, non? Voilà, ah non, c'est là-bas, finalement. Elle s'est fait intercepter. Je suis une personne du 3e âge, je ne comprends pas grand-chose à tout ça, mais il y a quand même, à contrario, est-ce que ça n'a pas servi, tout ce bazar de data, à se protéger au niveau de la police des attentats qu'on n'a pas eus tous ces derniers temps? La grande question de la sécurité, oui. Notre logique reptilienne. Bien sûr qu'on a tous envie d'être rassurés sur ce qui va se passer. Est-ce que pour autant, on va doter tous nos policiers des super lunettes que viennent de produire les Chinois? Les lunettes que l'on met sur les policiers des Chinois leur permettent d'identifier en 1 nanoseconde, parce qu'ils ont cartographié pratiquement toute la population, qui est autour de vous. Est-ce que vous avez envie de ça? Est-ce que vous avez envie, à chaque fois que vous croisez quelqu'un, qu'il sache qui vous êtes? Au-delà de se cacher derrière dans les toilettes ou ne rien avoir à cacher, ou bien sûr qu'on a tous droit à notre part d'intimité, notre droit au secret, notre partie d'ombre, c'est la base. Eh bien oui, c'est la question aussi que posait ce jeune homme tout à l'heure, c'est une question d'équilibre. Il y a entre eux la peur du terrorisme, la peur de mourir, la peur d'attraper tout un tas de maladies, la peur de vivre, un équilibre à trouver avec ma dignité. C'est ça. Et ça prend toute une vie d'être à la bonne distance des friandises que l'on vous sert. Toute une vie pour apprendre à ne pas être docile. Il y a une expérience qui est très intéressante auquel s'est livrée l'entreprise, je crois, Kaspersky Lab. Elle promettait en Angleterre de donner des tasses avec le dessin d'un artiste. Je crois que c'était Hein avec des t-shirts, c'était ça? Non, le micro juste bien dans... Elle promettait de donner basique, gratuitement. C'est très simple. Elle promettait de donner, d'échanger gratuitement des tasses avec l'effigie d'un artiste, des t-shirts, etc., contre vos photos, vos messages WhatsApp. Ce qui est sidérant, c'est que 90% des gens ont dit mais c'est super, je paye rien, c'est gratuit, je suis un produit, ma vie privée est une anomalie, mais c'est pas très grave. Elle est super cette tasse, franchement. Donc l'indifférence à la valeur de nos datas et peut-être la docilité, la servitude volontaire dans laquelle nous allons rentrer. Mais après, j'entends la préoccupation de cette dame, et elle a raison sur un certain plan. Dans l'affaire Maïlis, pour coincer le prédateur, on s'est servi de la géolocalisation. Quand on est les parents là, de cette malheureuse petite fille, évidemment qu'on est dans un degré de sensibilité, de vulnérabilité. Est-ce que pour autant, on aura tous envie que tous autour de nous, on sache qui on est? Là, c'est pas évident. Dans quelle société? La seule question à se poser, c'est dans quelle société on a envie de vivre demain? Quelle société on va bâtir pour nos enfants? Le pas,
le droit, il va avancer tout doucement. Il ne pourra pas forcément répondre à toutes vos interrogations. Les actions de groupe qui sont menées autour du consentement forcé, on n'en a pas la réponse, on verra comment on va structurer les politiques de confidentialité. Évidemment qu'on doit monter en compétences, mais on ne sera pas demain des humains augmentés. Moi, j'aimerais, quand on parle d'humains augmentés, est-ce que demain, il y a une expérience en Suède qui est menée à l'heure actuelle, j'ai lu ça ce matin, sur les puces RFID pour aller payer son restaurant. Eh bien, en Suède, pourtant, ils sont éduqués, hein, ils sont vraiment accès, sont des citoyens. On peut dire, c'est pas le quart-monde, hein, la Suède. Ben, ça leur pose pas de problème hein, d'avoir une puce dans le bras pour aller au restaurant. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils ont confiance dans ceux qui éditent les puces, dans leur politique de confidentialité, dans l'autocensure. Peut-être parce qu'ils sont dans une société relativement petite. Je ne suis pas sûre aujourd'hui, avec les SDK gratuits des Chinois, qu'on doit forcément les utiliser parce qu'ils n'ont peut-être pas la même notion de la dignité, de l'intérêt porté à l'individu que nous. Dans quelle société voulons-nous vivre demain ? Franchement, je suis désolée, mais alors là, on explose le timing. Je vais laisser, c'est passionnant. Je vais laisser la parole une dernière fois à Frances Burtz et puis ensuite à Tristan Nitto. Mais par rapport pour compléter la question, il y a quand même déjà, sans avoir besoin d'aller écouter des données que vous n'avez pas envie qu'on écoute, toutes les industries, moi j'ai bossé dans les télécoms, dans la banque, etc. Il y a des systèmes hein, dans la banque. Pourquoi est-ce qu'on vous demande autant de données, etc., avant de vous dire quelque chose ? C'est avant tout pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc ces préoccupations, elles sont déjà là. Moi, je pense que sur ce sujet-là, de la surveillance et de ces sujets super sérieux, alors je ne suis pas dans la sécurité, etc., mais on a aussi un sujet comment dire, de faire en sorte que ce soit de la technologie européenne, ou en tout cas de nos alliés, et pas que de la technologie américaine. Et le grand débat qu'on a là sur la sécurité, c'est de savoir s'il faut utiliser une société américaine qui s'appelle Palantir, qui bosse pour la CIA et le FBI et d'autres comme ça. Et je pense que le choix, et Airbus aussi, effectivement, mais je crois qu'ils ont décidé de prendre une autre boîte. Et donc la question, c'est aussi comment est-ce qu'on a notre souveraineté sur ces sujets-là. Et je pense que l'enjeu, il est surtout là, parce que de quoi écouter, c'est mis en place. Je rappelle juste, la dame, elle est partie, je crois. Elle est partie, d'accord. Il y avait quand même une question, là, on va terminer avec monsieur. Je voudrais juste répondre à la dame en une phrase. Madame, qui est peut-être partie, je ne sais pas, la vraie question, c'est, vous avez le choix entre faire une société policière où tout le monde est sous surveillance, ça c'est l'option où on flique tout le monde, et c'est ce qui est en train de se passer en Chine, et je peux vous assurer que c'est extrêmement flippant. Vous n'avez plus la liberté, c'est plus la démocratie. Vous dites adieu à la démocratie, vous faites un État policier, ou bien vous acceptez de prendre le risque d'être abattu par un terroriste. Petite précision, il y a plus de chances que vous soyez foudroyé 2 fois que dans votre vie, c'est-à-dire qu'il faut déjà échapper de la première pour être foudroyé une 2e fois, que d'être tué par un terroriste. Donc là, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas rationnel. C'est-à-dire que les gens fonctionnent sur la peur. Oh, les terroristes, c'est mal, ils tuent des gens. Mais oui, c'est mal, ils tuent des gens. C'est vrai, mais c'est rarissime. Alors que ça, par rapport à la certitude d'être dans un état policier, je ne vous demande pas une réponse tout de suite, mais je veux dire que juste, il faut réfléchir dur et longtemps pour prendre une décision. Voilà. Je voulais juste préciser que dans notre programme, on a une autre table ronde sur la cybersécurité. Si vous voulez en savoir plus sur tous ces sujets-là, il y a une dernière question. On va prendre la dernière question. Bonjour. Moi, je suis un peu partagé quand je vous écoute. On est tous au courant quand on télécharge une application qu'on va donner des données personnelles, sinon on ne le ferait pas, premier point. Moi, j'avais envie de vous poser la question, Monsieur Nitto, j'avais envie d'avoir votre point de vue sur les réseaux sociaux d'aujourd'hui et celles et ceux qui vont arriver demain. C'est-à-dire qu'il va y avoir de nouveaux réseaux sociaux qui vont exister. Quel est votre point de vue sur les réseaux sociaux ? Voilà. Et ce sera la conclusion. Alors, et puis je vais essayer de la faire brève en plus. Alors, c'est simple, moi j'ai fermé mon compte Facebook, j'ai fermé mon compte Instagram, parce que j'ai pas confiance dans Zuckerberg qui multiplie les conneries, les méchancetés, les horreurs, les manipulations. Alors voilà, en protestation, j'ai fini, je suis plus sur Facebook, point barre. Non, mais on va pas rentrer. Enfin, par contre, je suis complètement accro à Twitter parce que lui est quand même et que j'utilise depuis l'interface web et pas depuis l'application. Il y a moins de nazis, c'est vrai. Non, c'est une blague. Non, mais je les bloque, hein. Donc, ouais, mais c'est tout aussi attention. Mal modéré. Non. Si les gens qui sont payés 1 centime au fin fond des Philippines. Je parle en termes de vie privée, hein, donc c'est pas. Je vous parle pas de politique ici, mais on peut en discuter après si vous voulez, parce que je suis sûr que vous n'avez pas envie que ça continue des heures. Donc,
J'essaie de faire court, mais là, j'y arrive pas. Là, vous me bloquez, c'est dur. Je fais des efforts pourtant. Et donc, peut-être qu'il y aura des réseaux sociaux qui seront plus respectueux de la vie privée. Je pense qu'aujourd'hui, on est allé dans un modèle, à cause de la publicité ciblée, où on est allé dans une captation massive de la donnée personnelle. Et je pense qu'il y a un effet de balancier. Je pense que Quant est en avance de phase pour aller là où on sera dans le futur, c'est-à-dire des services utiles et respectueux de la donnée personnelle, et qu'il reste à construire ces services. Par exemple, je suis aussi, en plus de Twitter, sur un service que je préfère, qui est Mastodon. Mastodon, c'est un genre de Twitter, mais décentralisé. Il y a toute une approche qui s'appelle le Fediverse, en un seul mot, F-E-D-I-V-E-R-S-E, comme fédéré et univers, in English. Fediverse, donc cherchez Fediverse sur Quant, et vous allez voir ce que c'est. Non, mais c'est intéressant parce que c'est, au lieu de centraliser et de financer avec de la publicité ciblée, on peut imaginer des choses décentralisées, avec un modèle qui est différent. En l'occurrence, c'est celui du don pour le Fediverse. C'est-à-dire que moi, je donne de l'argent à l'association qui héberge le serveur où je dialogue avec des gens du monde entier. Voilà. Donc, il y a peut-être aussi, pour finir, juste une petite leçon à tirer de tout ça. Rapidement, maître. Très, très rapidement. Par rapport à la peur du hasard, j'ai envie de vous dire que le hasard, il nous rend vivants. Et ensuite, par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, de toutes nos laisses connectées, eh bien, il y a Laborie qui a écrit un livre magnifique, Éloge de la fuite. Eh bien, peut-être que parfois, prendre la fuite, ne pas s'en servir, ça nous rendrait peut-être plus humains. On peut les applaudir. Merci à nos intervenants. Et après cette belle matinée,